Bonjour tout le monde, c'est de nouveau sous le soleil et de nouveau avec un réel plaisir que nous sommes de retour aujourd'hui à Coudekerque-Branche, au château Le Sieur, cette grande résidence et ce grand parc qui appartenait autrefois au patron de l'usine Le Sieur, un écrin de verdure au milieu de la ville et de l'usine, un endroit atypique et charmant pour notre deuxième rendez-vous midi chez vous. On y va! On a déjà eu l'occasion pendant la première émission de découvrir l'intérieur de cette demeure atypique. On aura encore l'occasion tout à l'heure de le faire, mais profitons de ce beau temps et du soleil pour rester sur la terrasse. Je rejoins Madame Ruben. Bonjour. Bonjour monsieur. Eliane Ruben, vous êtes trésorière du club de tir à l'arc à la perche verticale de Coudekerque-Branche. C'est ça. La perche verticale, tout le monde ne connaît peut-être pas, c'est vraiment une discipline de tir à l'arc particulière. Du Nord-Pas-de-Calais uniquement. Hein. Puis beaucoup en Belgique et en Hollande, mais en France, c'est le Nord-Pas-de-Calais particulièrement. Alors, on ne tire pas vers une cible droite devant soi, on tire vers une cible... Une perche qui fait 30 mètres de haut à peu près. 30 mètres, on ne se rend pas compte, mais c'est très grand, c'est très haut. Et le but, c'est de quoi? C'est d'atteindre une cible là-haut? D'atteindre une cible, enfin oui, il y a même plusieurs cibles. Ce sont des oiseaux qu'on appelle. Ce sont des petits morceaux de bois avec des plumes. Donc le but du jet, c'est de les faire chuter en fait. Donc c'est une tradition typique du Nord-Pas-de-Calais et en particulier ici à Coudekerque-Branche. Vous nous avez apporté un arc dont vous vous servez. Donc vous êtes vous-même archère, on dit une archère? On dit archère. Et donc c'est votre arc que vous nous avez amené. Donc on voit que la flèche n'est pas pointue, il faut simplement toucher la cible qui simule. Le maquet ici, on touche la cible et puis on fait sauter les oiseaux. Est-ce que c'est un arc particulier pour le tir vertical par rapport au tir horizontal? Ils sont plus puissants que pour le tir horizontal. Ouais, ils sont un peu plus puissants. Donc il faut de la force dans les bras pour tirer? Il faut de la force, effectivement. Il faut de la force, de la concentration. Ouais. Enfin, c'est une question d'habitude. Et d'entraînement? Et d'entraînement. Alors, et malgré tout, les femmes pratiquent cette discipline assez facilement. Les femmes, les enfants. Moi, j'ai un petit-fils qui a 6 ans qui fait déjà du tir à l'arc. Vous-même, vous le pratiquez depuis longtemps? Je pratique depuis 32 ans à peu près. Ah oui, d'accord. Donc vous êtes une vétérante maintenant. Pardonnez-moi, je ne veux pas être goujat, mais une vétérante du tir à l'arc. Oui. D'ailleurs, comment ça se passe? C'est une discipline sportive qui a ses compétitions. Comment ça fonctionne au niveau du club de Coudekerque? Vous êtes plutôt bien classé? Comment vous évoluez? Écoutez, ça dépend des années. Ça dépend des années. Il y a des années où on a des bons scores, on va dire, et puis il y a des années où on en parle moins. Bon, comme dans toutes les disciplines, bien sûr. Ça marche comment les compétitions? C'est par club ou c'est individuel? C'est par club et individuel. On a plusieurs compétitions. Ouais. Et est-ce que les femmes se débrouillent mieux que les hommes? Elles ont peut-être moins de force, mais elles ont peut-être un peu plus de concentration. Ah oui, parce qu'il ne suffit pas d'effort, il faut bien viser aussi. Il faut bien viser, il faut bien se concentrer. Et puis on est tributaire du temps. S'il y a du vent, il faut jouer avec le vent. Ah oui, parce que si le vent joue à l'horizontale, à la verticale, à 30 mètres, ça doit jouer énormément. Ouais. Énormément. C'est pas un peu plus difficile dans notre région, où il y a particulièrement du vent, de pratiquer cette discipline par rapport à d'autres? Non, parce que le Nord-Pas-de-Calais, c'est à peu près la même chose. D'accord. Ouais. Non. Oui, et puis c'est pas forcément une discipline qui existe dans le sud, donc ça va. Ça n'existe pas dans le sud. Il y a eu des perches. Il y a eu des perches dans le sud, notamment à Rieux-Volvestre. Il y a encore une société où ils font un tir du roi par an, uniquement. Alors on vous a reçu parce que vous organisez également très bientôt le championnat de France féminin qui aura lieu à Coudekerque ici, quand? Le 29 mai de cette année. Le 29 mai. Jeudi de l'Ascension. D'accord. Donc c'est une compétition prestigieuse et très officielle. Il y aura combien de clubs présents? Je pense qu'il y aura tous les clubs présents. On a 83 sociétés de tir à l'arc sur Nord-Pas-de-Calais. Donc je pense qu'il y en aura bien au moins 76, 77 de présents. Ah oui, donc ça veut dire des centaines de tireurs alors? Ah oui. C'est-à-dire qu'on a les femmes, on a la compétition pour les féminines en fait. Donc on attend toujours à peu près 260, 270 personnes. Et à côté, alors on a le tir annexe qui est consacré aux hommes. D'accord.
Parce que ces messieurs nous accompagnent, donc il faut bien aussi qu'ils aient leur tir. Et vous avez un terrain spécifique pour ça alors? Oui, au Fort Louis, c'est à Coudekerque. Ouais. Où les perches sont installées, sur lesquelles vous... Perche fixe et puis alors, un beau local. Et un beau local. Et ces perches, donc 3 perches, ça veut dire que le championnat va se dérouler tout au long de la journée alors? Oui, D'accord. le matin de 8h30 jusqu'au soir, il faut compter 19h. Très bien. Bah, écoutez, on souhaite un très grand succès au championnat de France féminin de tir à l'arc à la perche verticale. Voilà, c'est un peu long, mais je l'ai retenu. Et vous serez les bienvenus si vous avez l'occasion de venir. Eh bien, ma foi, ça mériterait un reportage, absolument. Merci beaucoup, Madame Ruben. Bonne chance à vous. Merci beaucoup. À très bientôt, toujours sous le soleil. Et pour zapper carrément et changer complètement de sujet, bien que je parle de soleil, je parle de nature, ce sont des thèmes qui doivent aussi vous inspirer, messieurs. Je suis avec Monsieur Louis Fontaine et Monsieur... Pardon ? Montaigne, pardon, excusez-moi, et Monsieur Cyril Gaillard, c'est bien ça. Vous êtes le président de l'association des bâtisseurs d'économie solidaire. Tout à fait, oui, bâtisseurs d'économie solidaire. Et Monsieur Gaillard, quel est son rôle dans l'association? Et chef de projet d'Ecozen. D'accord. Alors expliquez-nous cette association, comment est-elle née et quelle était votre motivation? Alors au départ, il y a l'association Bois Environnement Service. Et quand Bois Environnement Service change de statut, c'est aujourd'hui une véritable entreprise, à ceci près qu'elle a un statut de coopérative, donc c'est une société coopérative. Donc on passe d'un conseil d'administration à un mode de gouvernance tout à fait différent. Et le conseil d'administration de Bois Environnement Service a voulu continuer à travailler, continuer à se réunir, continuer à débattre. Et il a donc il me semblait opportun de créer une nouvelle association qui s'appelle Bâtisseurs d'économie solidaire. Vous voyez, BES, c'est pas le fruit du hasard, c'est un clin d'œil volontaire. Quelle est la vocation de cette association? Alors le principal objectif de l'association Bâtisseurs d'économie solidaire, c'est de convertir une friche industrielle en vitrine du développement durable, de l'économie solidaire et de l'éducation populaire. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Concrètement, ça veut dire des investissements lourds dans du matériel, dans des outils, comme par exemple une éolienne, un banc d'études voltaïques, etc., qu'on met à la disposition. Alors aujourd'hui, les principaux intéressés sont les étudiants de l'Université littorale Côte d'Opale, mais demain, parce qu'on a signé des conventions avec les lycées professionnels, on va recevoir les élèves des lycées professionnels sur le site et donc mettre à leur disposition tous ces outils-là qui leur fera voir ce que sont les énergies nouvelles renouvelables. Alors, Monsieur Gaillard, Monsieur Montaigne nous parlait d'une vitrine. À qui est-elle destinée très concrètement? À quoi ça va servir cette vitrine? Alors il faut d'abord savoir que c'est un projet qui a été soutenu dès le départ par de grandes institutions, à commencer par la communauté urbaine de Dunkerque, ensuite la ville de Coudekerque-Branche, la région Nord-Pas-de-Calais. Très rapidement, ces institutions ont compris qu'on avait vraiment une volonté de partager ce projet, que c'était vraiment un projet qui allait au-delà de l'association. Donc comme le disait Louis Montaigne, mon président, effectivement le public prioritaire ce sont les jeunes, les étudiants de l'Université du littoral Côte d'Opale, mais aussi des lycées professionnels du Dunkerquois. On espère aussi accueillir le grand public. Il faut savoir que récemment, on a mis en place une plantation citoyenne de 400 arbustes et de 50 arbres hautes tiges. On a fait ça en association avec une association qui s'appelle Pocheco Reforestation, en partenariat avec cette association. On a fait venir 200 élèves des écoles primaires et même maternelles de la ville de Coudekerque-Branche, donc 200 enfants qui sont venus planter des arbres. Beaucoup n'avaient jamais planté d'arbres ou de fleurs ou quoi que ce soit, donc c'était vraiment une découverte pour eux. Donc à chaque étape de nos développements, on essaye de partager ce projet avec les gens, d'une manière générale. D'accord, donc il s'agit, si je comprends bien, de promouvoir les formes alternatives d'économie. L'aspect solidaire, il transparaît de quelle manière dans cette démarche? Monsieur Gaillard? Oui, la solidarité, elle se manifeste de différentes façons. Un exemple concret, pour la plantation qu'on a réalisée, qui va permettre de stocker 40 tonnes de CO2 sur 20 ans, ce qui est quand même pas mal, la solidarité, elle est venue du monde de l'entreprise. Les entreprises se sont associées à cette opération, donc les entreprises de Coudekerque Entreprendre notamment, au sein du club d'entreprise Coudekerque Entreprendre. Elles se sont associées en finançant l'allocation du matériel, en faisant des apports de terre végétale. La terre n'était pas forcément très propice à planter des arbres, par du temps. Elle nous a consacré du temps. Solidarité aussi
pour la réalisation de la plantation, pour nous accompagner techniquement. Les entreprises vont aussi nous aider à mettre en œuvre certains projets, comme par exemple le chauffe-eau solaire thermique qui va être mis en place par une entreprise de Coudekerque-Branche, Climatiso pour ne pas la citer. Et donc ça, c'est une solidarité très très importante à nos yeux. Solidarité aussi vis-à-vis des gens. On aimerait que ce site encourage par sa visite, par toutes les idées qu'on promouvoit, les gens à réfléchir un petit peu autrement sur la notion d'entraide, d'écoute des autres et de partage. Très bien, c'est très intéressant, ça me donne envie d'en savoir beaucoup plus. Il y a une façon d'en savoir plus, vous avez par exemple, vous accueillez le public, vous avez un site internet par exemple, M. Montaigne? Oui, alors il y a un site internet, mais ce qui pourrait être extrêmement intéressant, c'est de consacrer un reportage sur l'écozone. Alors surtout actuellement, c'est assez spectaculaire, parce qu'on reçoit une expérience unique en France de pieds géothermiques. C'est quelque chose d'assez exceptionnel, qui remue énormément de moyens, et qui répond un peu à la question, parce que tout ça, ça se fait. Il va falloir qu'on conclue, Monsieur Montaigne. Non, c'est moi qui m'excuse de devoir vous interrompre, mais c'est promis, on essaiera d'imaginer un sujet sur ce sujet. L'écozone littorale de Coudekerque-Branche, vous pouvez nous montrer ça pendant que je vous propose de découvrir la biodanza, une technique de relaxation individuelle. Ça aussi, c'est du bien-être et ça se passe à Coudekerque-Branche, on regarde. Renouer avec des sensations naturelles comme le plaisir du mouvement en rythme, se réconcilier avec son corps, entrer en contact avec l'autre, au-delà des préjugés ou de toute codification sociale, c'est la proposition de la biodanza, littéralement danse de vie. Toutes les danses procurent du plaisir. La biodanza, sa particulier, c'est qu'elle a des effets thérapeutiques dans la vie. Par exemple, quelques exemples, les gens qui ont des troubles du sommeil dorment mieux. Ça permet de limiter fortement le stress. Ça permet de vivre en harmonie avec soi, en harmonie avec les autres, en harmonie avec la nature. Créée au Chili dans les années 60 par Rolando Toro, éminent anthropologue et professeur de psychologie, la biodanza est le fruit de sa longue expérience pour améliorer les conditions de vie de ses contemporains. La danse lui est apparue comme un support idéal pour stimuler la vie, améliorer l'intégration entre corps et esprit, et renforcer les liens entre les personnes. Très en vogue en Amérique du Sud dès l'origine, la biodanza est aujourd'hui répandue dans de nombreux pays d'Europe. En France, un grand nombre de formateurs veillent à en assurer une pratique dans les règles de l'art. Une séance de biodanza, ce n'est pas construit n'importe comment, c'est très méthodique, avec une première partie avec des danses et des mouvements plutôt rythmés, et une seconde partie avec des danses plus douces, où on va intérioriser davantage le mouvement, intérioriser les chants. Loin d'être présentée comme un remède miracle, la dimension thérapeutique de la discipline est envisagée comme un complément. La majeure partie des pratiquants cherchent avant tout un mieux-être, mais dans certains cas, selon Olivier Blot, la biodanza peut aussi accompagner un processus de guérison. Elle permet aux personnes de mieux vivre avec leur maladie, de se sentir exister à nouveau, de se sentir vivant, de se sentir, de pouvoir connecter à nouveau avec du plaisir, de se connecter à soi, de capacité à s'aimer, à être aimé. Retrouver le contact des autres et de son propre corps, c'est quelque chose franchement qui est très très agréable. Il y a des valeurs qui circulent ici et qui sont pour moi essentielles. C'est l'importance que l'on donne à chacun, le respect que l'on a de chacun, l'attention, la tendresse aussi. Et voilà, c'est 2 heures de bonheur. Quand je suis arrivée ici, ce qui m'a déjà le plus plu, ce sont les liens chaleureux entre les gens. Donc ces liens m'ont permis de danser et de mettre mon corps en mouvement dans un respect immense. Mon corps a fondu déjà et je n'ai plus mal au dos. Moi je me suis redressée, je me tenais un peu courbée, mais je suis droite et fière de l'être. Pour mieux symboliser le plaisir du partage retrouvé, chaque séance de biodanza se termine par une ronde, comme pour mieux rappeler que la recherche du bonheur des uns est indissociable du bonheur des autres.
Ce château Le Sieur, ici à Coudekerque-Branche, qui accueille Midi chez vous, possède même un bar avec un vrai comptoir de bar où on peut se désaltérer pendant les manifestations qui sont organisées ici. Je suis avec Olivier Rangot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes artiste à Coudekerque ici et vous organisez, est-ce que c'est chaque année, la manifestation Boldar? Oui, bien sûr, c'est depuis 2011 que j'ai lancé cette idée de Boldar. Et donc, la première a eu lieu au Château Le Sieur, effectivement. Donc ici même. Voilà. Ici même. Donc tous les ans, je la refais au Château Le Sieur, mais je cherche également des artistes qui organiseraient, sous le nom de Boldar, des expositions dans leur propre ville, ce qui permet aux artistes d'exposer un peu plus loin et d'agrandir un peu leur rayon d'action. Et cette année, pour la première fois, j'ai trouvé Sylvain Derette qui a organisé une exposition à Moucron. D'accord, donc là on est déjà dans le prolongement de Boldar, mais on va revenir, si vous le voulez bien, à la création, à la genèse et à la conception, j'allais dire, de cette exposition. Quel était votre souhait? Réunir autour de vous des artistes du cru ici, ou alors les réunir autour d'un thème? C'était quoi votre idée? Au tout départ, si vous voulez, j'ai repris la peinture en 2010 et je me suis vite rendu compte des difficultés qu'il y avait à exposer un peu plus loin que dans son village natal, si vous voulez. Et donc, j'ai lancé sur des forums internet l'idée d'essayer de créer une mutualisation d'exposition. Et le but inavoué, c'était bien sûr que je puisse exposer mes tableaux un peu plus loin que sur la région dunkerquoise. C'est pour ça que j'ai commencé en premier à montrer le chemin en organisant cette exposition à Coudekerque, où j'ai invité des artistes. Alors effectivement, je n'étais pas très connu la première année, donc ça a été assez difficile. J'ai commencé doucement avec 3 artistes peintres, donc on était 4. Et puis d'année en année, les sculpteurs sont venus se greffer. On a monté tout le temps en régime. Et cette année, je vais investir pour la première année le jardin avec des artistes à l'extérieur, puisque je me sens un peu à l'étroit dans ce Château Le Sieur. Voilà. Mais surtout quand il fait beau, comme on a la chance d'avoir ce temps aujourd'hui, ça peut être très très agréable. Donc les artistes que vous invitez, ce sont des artistes du cru, locaux, ou ce sont des artistes extérieurs? Pas forcément. Par exemple, à Boldar-Moucron, on a eu des gens qui sont venus du Danemark, des Parisiens. C'est ouvert à toute l'Europe et voire éventuellement même aux États-Unis. Il n'y a pas de problème, quoi. Bon, bien sûr, ça coûte cher de se déplacer. C'est quand même normalement des artistes plus ou moins du cru régionaux. Bien que cette année, je vais avoir un artiste qui va venir de Grenoble. Pour exposer dans le jardin, et il y aura également un artiste de la région bruxelloise. D'accord. Voilà. Alors, une manifestation qui est ambitieuse, ça aussi c'est bien, ça fait plaisir. Vous êtes donc artiste vous-même, on l'a dit en guise d'introduction. On voit d'ailleurs là, juste à côté de nous, une de vos œuvres. C'est une œuvre récente, celle-ci? Oui, tous les ans, je mets que des nouveautés au Château Le Sieur. Donc, c'est une des toiles qui a été créée cette année pour l'exposition Boldar 2014. Vous lui avez donné un nom? Oui, elle s'appelle Fractar numéro 8. Alors Fractar, c'est assez compliqué, ça fait penser un peu au fractal, vous savez, ce sont des formes qu'on retrouve un peu partout, par exemple dans les fougères, dans les arbres, c'est des formes qui se répètent un peu comme ça. Dans le chou romanesco, par exemple, c'est un très bon exemple, où il y a des petites formes qui se répètent à l'infini, et moi je prends vraiment un tout petit détail minuscule de cette forme pour l'agrandir, et ça donne des choses assez inattendues. Numéro 8, ça veut dire qu'il y en a eu 7 juste avant? Oui, donc c'est une deuxième série. J'ai d'abord fait une série sur variations, j'ai appelé variations, c'était des croisements et des chevauchements de peinture tout à fait bruts. Et là, je suis plus dans les courbes, et donc c'est une série Fractar qui est arrivée, je crois, à la numéro 10 ou 12. Voilà. Ça résume bien votre travail, vous êtes dans la peinture moderne comme celle-là. Oui, Boldar est quand même une exposition d'art contemporain. Ouais, ça c'est important à préciser. Oui. Entre guillemets contemporain, on va dire plutôt moderne. Parce que contemporain, si les visiteurs s'attendent à voir un parpaing dans une salle immense avec une explication énorme, c'est pas tellement le but. C'est plutôt moderne, je vais dire. Donc, alors les artistes sont tout à fait libres. Je n'impose aucun thème, donc ils sont libres de nous emmener dans leur univers et nous faire voyager dans leurs œuvres. Seulement, bien sûr, c'est moderne quand même. D'accord.
Ah non, mais dites pas ça en vous excusant, mais ça méritait d'être précisé. C'est une difficulté supplémentaire parce que bon, la région est quand même assez traditionnelle au niveau de l'art, donc voilà, j'avais envie aussi de faire connaître l'art contemporain et moderne à Coudekerque. Quels sont les peintres modernes que vous admirez? Peut-être que ça donnera une idée un peu aux gens du genre d'œuvres qu'on peut voir à Polda. Les artistes que j'admire ne sont pas forcément ceux auxquels je m'inspire ni les... moi, j'adore Vasarely, j'adore Dali, j'adore Picasso, bien sûr, des gens comme ça. Voilà. Et en parlant de Picasso, justement, les visiteurs seront invités à participer à un portrait commun de Picasso. L'année dernière, c'était Dali, ça avait très bien marché, donc les visiteurs seront invités à participer tous ensemble. Alors comment ça marche? Chacun va peindre un peu? C'est-à-dire qu'il y a un chevalet avec un fusain, il y a le modèle, et puis tous les visiteurs mettent un petit trait, un petit détail. Et puis, de fil en aiguille, le portrait est vraiment très très bien. D'accord. Ça a très très bien marché l'année passée. Ah bon, ben c'est une idée très très originale. Donc, on rappelle que ça s'appelle Bol d'Art. Bol d'Art 2014 aura lieu les 17, 18, 24 et 25 mai. C'est donc pour dans très peu de temps, très très bientôt. Et ça va se passer ici même au Château Le Sieur, à Coudekerque-Branche. Eh bien, merci beaucoup Olivier et à très très bientôt. Bon succès pour Bol d'Art 2014. On va explorer un petit peu ce bar, cette maison un peu atypique, hein, on l'a dit, elle est vraiment originale et étrange. Et je m'assieds aux côtés de David Arnouts. Bonjour David. Bonjour. Vous vous occupez de la ferme Vernald, dont on m'a dit que c'était un équipement qui devenait un équipement majeur ici à Coudekerque-Branche. Parlez-nous de cette ferme. Alors la ferme Vernald a existé depuis l'après-guerre. C'était le fermier Vernald qui avait racheté les terres. Et puis donc on a entrepris sur cette ferme tout un panel de développement, évidemment en respectant une thématique majeure souhaitée par Monsieur le maire, qui était de créer une zone d'exigence environnementale. Alors c'est vrai que quand on regarde au niveau géographique, cette ferme, c'est vrai qu'elle est un petit peu délaissée, sous-exploitée. Et puis on se rend compte finalement qu'il y a un arrêt de bus qui arrive devant, qu'il y a une piste cyclable qui arrive devant, qu'on est à l'entrée d'un bassin de vie de 200 000 habitants, qu'on est à l'entrée du Bois des Forts entre Coudekerque et Bergues. Et donc finalement, on a une belle responsabilité et une situation stratégique majeure sur le littoral. Alors effectivement, c'est une grande responsabilité pour nous. La clé d'entrée, le développement de cette ferme, ce n'est pas été une clé touristique, comme on aurait pu l'envisager. On a eu une clé de développement qui était basée sur le développement durable. Alors c'est vrai que le développement durable, j'aime à dire que beaucoup en parlent, peu savent vraiment ce que c'est. Donc on a voulu démontrer à travers cette ferme un exemple concret de développement durable. Voilà. Alors très concrètement, qu'est-ce qui s'y passe et qu'est-ce qu'on y voit? Alors à première vue, cette ferme, elle est très farfelue. Parce que quand on regarde un petit peu tout ce qu'on peut y avoir sur le site, alors je vais donner quelques exemples. On a un centre équestre. Voilà, mon Dieu, quel rapport avec le développement durable. On a un potager bio. On a un champ de fraises, on a une ferme pédagogique effectivement avec l'ensemble des animaux que l'on peut découvrir, de la ferme évidemment. On a un labyrinthe géant qu'on est en train de planter pour que les gamins puissent jouer dedans. Labyrinthe végétal? Végétal, oui. Alors pour dire qu'il est géant, à terme, on fera faire je pense 2 km pour en sortir sans se tromper. Alors déjà, c'est important. Il faudra déjà réussir à sortir. Voilà, alors les gamins prendront une bonne suée dedans, j'ai envie de dire. Alors une bonne suée parce qu'effectivement, c'est quoi le rapport entre un potager, un labyrinthe, un centre équestre, etc. Alors le leitmotiv un petit peu de cette ferme, évidemment il y a une stratégie de développement qui est mise en place et en fait c'est un petit peu ce qu'on voit quand on regarde la télévision. Entre deux publicités, on voit souvent mangerbouger.fr. Alors le leitmotiv un petit peu de cette ferme, c'est de démontrer qu'il faut manger sainement, correctement et puis bouger. Bouger, la Fédération française d'équitation, premier sport féminin, le labyrinthe, on vient de l'évoquer, et puis quand je regarde un petit peu dans mon potager, j'ai des belles tomates qui n'ont pas fait 2000 km pour venir d'Espagne. Elles ont du goût et puis elles n'ont pas pollué la planète non plus en termes de bilan carbone. Ce fameux bilan carbone dont on parle beaucoup. Alors quand on regarde finalement quel est le rapport entre tous ces maillons de cette chaîne que je viens d'évoquer, eh bien par exemple le fumier de cheval va me servir, on sait que c'est de l'or brun, va me servir sur mon potager. On est aussi site démonstrateur de compostage au niveau de la communauté urbaine de Dunkerque. Eh bien mon compost va aussi me permettre
permettre d'alimenter la chose. Alors, on a un objectif ultime, j'ai envie de dire, sur cette ferme, eh bien, c'est d'y réaliser un éco-estaminet. Voilà, alors un restaurant... Ça m'intéresse. Alors, ouais, oui, moi aussi, y travaillant là-bas, ça m'intéresse beaucoup. Alors, pourquoi on l'a compris, la santé alimentaire, on y tient beaucoup là-bas sur cette ferme, c'est notre axe principal de développement. Vous l'avez compris, un restaurant, eh bien, on ira chercher nos légumes sur notre potager. On va profiter aussi du verger avec les pommes, les poires, les cerises, les prunes. On pourra confectionner tout un tas de choses. Donc ça veut dire aussi que là-dessus, on sera sur des circuits courts de distribution. On aura une bonne traçabilité aussi des produits. Donc tout ce qui est en ce moment, je pense, déterminant. On a vu les scandales alimentaires qui sont un petit peu partout en France. Donc là, on est vraiment sur un bel exemple. Alors au-delà de tout ça, c'est vrai que cet éco-estaminet va nous permettre de travailler indirectement aussi sur l'alimentation, réapprendre aussi aux enfants et à tous les publics qui fréquentent la ferme, eh bien, réapprendre un petit peu tout ce système-là. Alors, on l'a compris, vous êtes dans une démarche clairement pédagogique. Comment ça se passe concrètement? Vous recevez les familles, les écoles, les groupes d'enfants? Comment ça se fonctionne? Alors, tous les publics viennent à la ferme Vernal. J'ai envie de dire, nous y organisons des événements familiaux. Alors, évidemment, quand je parle de labyrinthe, pour donner un exemple, eh bien, on a organisé une fête d'Halloween dans le noir. Vous imaginez, dans ce labyrinthe. Alors là, on a eu plus de 1200 personnes. Vous imaginez, donc c'est vraiment un exemple familial, d'événement familial. Alors, on organise aussi, par exemple, une cueillette de fraises une fois par an. Alors, c'est la barquette à 1 € symbolique, un tarif solidaire. Et puis, c'est uniquement pour aussi faire découvrir que, finalement, papa, maman, et puis les enfants, on a passé un bon moment sur une cueillette. On va sur le potager, on voit les pommes de la terre, on réapprend un petit peu tout ça. Et puis, c'est pas non plus pour faire concurrence, surtout pas aux producteurs locaux qui le font. Nous, on est plutôt un vecteur pour dire, vous savez, ça existe, vous pouvez réitérer la chose et aller voir les producteurs locaux, les bons produits du terroir. C'est pour ça que nous, on travaille notamment, on est en lien avec des producteurs locaux de l'association Trésor de Flandre, des choses comme ça. Et nous, ça nous intéresse à plusieurs titres. Voilà. Donc, vous nous avez parlé il y a un instant de ce grand labyrinthe. C'est votre prochain grand défi? Alors, c'est un défi qui est déjà entamé, vous l'imaginez bien, parce qu'on a choisi de ne pas le faire en maïs, comme on aurait pu le faire, mais on veut que ce labyrinthe profite à longueur d'année. Voilà. Alors, donc, il faut aussi que l'hiver, on puisse le faire vivre. Et donc, on a choisi de le recréer en ce qu'on appelle des champêtres flamandes. Donc, on a repris aussi toutes les arbustes de notre région pour recréer ce labyrinthe. Et donc, ça nous permet aussi, au terme de biodiversité, eh bien, d'accueillir la faune, de recréer ce qu'on appelle ces fameux corridors écologiques, à proposer un habitat et aussi de la nourriture pour la faune qui nous entoure. Et ce labyrinthe sera opérationnel quand? Alors, j'ai envie de dire que la pousse des végétaux, il faut patienter. On est en train de créer, on est en train de phaser. Vous imaginez, on plante 4000 végétaux par an. Il va falloir attendre, on garde un petit peu secret ce labyrinthe et pour le découvrir bien ensemble. On l'utilise, mais bon, il faut attendre quand même que ça pousse. Bon, on va attendre encore un peu, mais d'ici là, il y a bien sûr beaucoup de choses à voir, à faire et à découvrir à la ferme Vernal. Fabrice, merci. C'est pas Fabrice, c'est David, excusez-moi. Merci beaucoup David pour cette démonstration. Coup de Querquebranche solidaire, c'est devenu presque une tradition maintenant. La pyramide de chaussures pour lutter contre les zones encore infestées de mines. Regardez ce reportage au PAL TV. Une pyramide de chaussures contre les mines antipersonnelles à Côte-Querquebranche. Ce samedi, Handicap International organisé dans toute la France ces pyramides afin de rappeler que le problème est encore présent. Le symbole de la pyramide de chaussures, c'est pour montrer le pied handicapé. Aujourd'hui, on veut que ce soit un événement festif, même si c'est triste de voir ce qui se passe, quoi. De nombreuses activités étaient proposées comme ce parcours simulant les problèmes du handicap en ville. Un baptême de moto avec la Fédération des motards en colère, une démonstration de déminage ou bien encore un essai d'handisport. Le concept de l'événement, c'est faire une pyramide de chaussures la plus haute possible pour attirer l'attention du public, mais c'est surtout recueillir un maximum de signatures sur la pétition contre les mines et les bombes antipersonnelles. C'est près de 45 000 signatures qui ont été récoltées lors de cette journée, dont 2571 à Côte-Querquebranche, qui dépassent largement les 2153 signatures de l'année dernière. À l'heure actuelle, 80 pays sont encore pollués par les mines antipersonnelles qui tuent ou mutilent une personne toutes les 2 heures.
Voilà encore un autre aspect de la vie ici à Coudekerque-Branche qu'on est heureux de vous faire découvrir. Vous ne bougez surtout pas puisque on a encore un bon petit morceau d'émission avec encore quelques invités absolument épatants et intéressants. C'est juste après cette pause. Bon, vraiment, on n'a pas le choix. On est vraiment mieux dehors, au soleil, pour terminer ce midi chez vous, aujourd'hui, au Château Le Sieur, à Coudekerque-Branche, avec Madame Claude Declercq de l'Ouvroir des Dentelles. Bonjour Madame. Bonjour Monsieur. Présentez-nous votre amie. Marie-Christine de Renoncourt, qui est adhérente depuis 3 ans, je pense maintenant. Alors, l'Ouvroir des Dentelles, c'est un joli nom déjà hein, pour une association. Qu'est-ce que ça veut dire, l'Ouvroir des Dentelles? Avant, à Coudekerque, il y avait les employés d'usine et elles se retrouvaient ensemble pour travailler et elles allaient travailler à l'ouvroir. Donc on a repris ce terme qui était employé à Coudekerque avant. Votre passion, c'est la dentelle. Pour moi, la dentelle, c'était Calais, bien sûr. Je ne savais pas qu'il y avait une tradition de la dentelle à Coudekerque-Branche. Ce n'est pas spécialement une tradition, je crois que ça a été une passion surtout. Et puis, je crois que Coudekerque, c'est 22 ans maintenant qu'il y a de la dentelle à Coudekerque. Mais c'est la même chose, pas tout à fait? Pas du tout. Calais, c'est la dentelle mécanique, les grosses machines. Nous, sont des petits fuseaux. Alors vous, des petits fuseaux, oui, c'est ça, on a déjà vu des petits fuseaux qu'on croise et dans un truc assez compliqué d'ailleurs. Enfin, il faut avoir une bonne maîtrise de la technique. On peut répondre aussi, hein. Je pense pas. Alors allez-y, c'est compliqué? Non, au début ça fait un petit peu peur parce qu'on ne sait pas trop, mais on s'habitue très vite et les points après sont relativement simples. Et il faut suivre les codages et puis... Il faut rester concentré, j'ai l'impression. Il faut avoir beaucoup de patience et rester concentré. Au début, oui, mais bon, après, venez faire un tour chez nous, vous verrez si ça ne parle pas. Je sais pas si après, c'est beaucoup, elles sont fort concentrées. Alors, vous réalisez tout un tas d'objets dont vous nous avez rapporté quelques échantillons. D'ores et déjà, on reconnaît le hérisson, le symbole de la ville de Coudekerque, ici en dentelle. Alors ça, c'est l'ancienne présidente qui l'a fait. Oui. Et je crois qu'elle a un petit peu le fait. On avait le festival qui arrivait, donc elle a été contente de le faire. Et puis, on avait l'ancienne hérisson, maintenant on a celui-ci. Voilà, le nouveau dont les pics ont été remplacés par des feuilles, comme nous l'a expliqué David Bayeul, le maire de Coudekerque-Branche, dans la première émission. Sinon, vous réalisez donc des bijoux essentiellement, des accessoires. Parlez-nous un petit peu de ce qu'on voit sur la table ici. Disons que sur la table, on a mis un petit peu divers ouvrages, parce que pendant longtemps, et ça reste encore, la dentelle, c'est quelque chose de vieillot, ça ne fait que du blanc, que du noir, que des napperons, ou éventuellement, ce qu'on a connu quand même nous quand on était jeunes, des bords de cheminée ou les tours de nappe. Donc un peu à la fois, la couleur est rentrée, et on fait maintenant manifestement de tout. Comme on voit ce petit bijou, par exemple, ici. Christine, c'est Madame Bijou. Ah bon, ça c'est votre travail alors, Marie-Christine? Vous êtes plus ce bijou, alors parlez-nous de ce qu'on voit là. Par exemple, ici devant vous, c'est quoi? C'est une sorte de bracelet? Là, c'est un bracelet, oui, qui a été fait principalement pour le festival, pour que ce soit un peu plus printanier, avec des fleurs et les couleurs. C'est tout ce qu'on peut faire en bracelet, en pendentif, en boucle d'oreille. D'ailleurs, vous les rangez dans un coffre à bijoux, ce qui prouve bien que ce sont des bijoux. Là, ce sont des boucles d'oreilles, les rouges là qu'on voit là. Oui, c'est ça, hein. Avec des petites coccinelles. Ça vous prend combien de temps pour fabriquer un objet comme celui-là? Alors, on compte pas. On compte pas, non, je sais pas. Vous le comptez en heures, en jours? Même pas, non, je compte pas du tout. Hein. Non, ce serait déprimant de compter, il faut se faire plaisir, c'est tout. D'accord, c'est une belle définition. Et puis il y a les objets un peu plus imposants comme les sacs qu'on voit là. Là, c'est plutôt votre travail, Claude? Non, c'est toujours le travail de Marie-Christine. D'accord, donc il y a combien d'adhérents? Il n'y a que Marie-Christine dans votre... Non, nous sommes 42. Nous sommes 42. De nouveau cette année, on a quelques jeunes qui sont revenus. Oui. C'était un petit peu notre désolation, c'est qu'on n'avait plus de jeunes. C'était une de mes questions là, parce que vous parliez de choses un peu vieillottes tout à l'heure. Je m'étais demandé si les jeunes s'intéressaient encore et peut-être de nouveau à ce genre de pratique.
Vous avez des jeunes, vous venez de me le dire, non? Oui, on a de nouveau 2 étudiantes qui sont arrivées. On a une maman qui est arrivée avec sa fille ici récemment et elles ont fait cette recherche sur Internet. Et pour de nouveau, parce qu'on a du mal à se faire quand même connaître à Coudekerque, 22 ans on devrait être connu, on n'arrive pas à se faire connaître sur Coudekerque. Et là, avec monsieur le maire, on a réussi à aller le mardi à la pause méridienne et là, on risque de revoir de nouveau des enfants. Mais vous allez voir, après votre passage dans Midi chez vous, vous allez crouler sous les demandes. C'est tout le mal qu'on vous souhaite, surtout quand on voit par exemple le très joli sac à main qui est là. Ça c'est quoi? C'est de la dentelle, mais c'est pas, c'est quoi? C'est du tissu ça? Expliquez-nous. Ça c'est, je vais laisser, c'est Marie-Christine qui me l'a offert. Ah, c'est gentil. C'était le cadeau de fin d'année. Je fais des petits bijoux pour les professeurs et donc j'ai testé le fil métallique. Mais bon, j'ai fait qu'un exemplaire. Hein. Donc la dentelle, en fin de compte, sous cette appellation générique, on n'est pas que dans du tissu blanc comme vous le disiez il y a un instant. On peut faire de la dentelle avec du fil métallique et ça reste de la dentelle. C'est la technique en fait, la dentelle. Oui, et je dirais que la couleur, ce sont les enfants qui nous ont amenés à ne pas rester dans le blanc et dans le noir. Parce qu'au début, on avait quand même pas mal d'enfants, et puis elles ont mis de la couleur, et on a trouvé que tout l'on fait, c'était beau. Et puis maintenant, on en voit partout. Et puis on voit aussi cette petite boîte. Petit coffret. Un petit coffret, voilà. Pour y mettre ses bijoux. Ses bijoux. Toutes les boucles d'oreilles, par exemple. Moi, j'ai fait le coffret, Marie-Christine a fait les bijoux, alors je ne sais pas comment on fait. Ah, quand même, ça c'est de vous alors? Oui, quand même. D'accord, très bien. J'arrive à en faire quand même. Voilà, ça aussi c'est vous, les fleurs et la feuille. Alors il nous reste une petite minute, on va dire quelques mots aussi du Festival de la dentelle que vous organisez. Il vient tout juste de passer, donc on ne va pas le promouvoir, mais on peut peut-être en faire un petit bilan, sachant que c'est un festival qui revient tous les 4 ans, 3 ans. Tous les 3 ans. En principe, on essaie que ce soit toujours la première semaine du mois d'avril. Donc là, bon, on n'a pas encore vu avec monsieur le maire, on aimerait le refaire le 1er et le 2 avril 2017. Cette année, on a eu 50 exposants. Oui. Cette année, on l'a quand même ouvert un peu plus qu'à la dentelle. On a ouvert à tout ce qui est tourné autour du fil. Oui. Donc, on avait de la broderie en même temps, oui. du tricot et du crochet. 50 exposants, c'est quand même beaucoup. Ils venaient de toute la région? On en avait une qui venait de Suisse, on avait l'Allemagne, on avait la Belgique. On devait avoir des personnes qui étaient du Paraguay. Bon, elles sont sur Paris, mais et puis à la dernière minute, elles nous ont dit non. Là, on l'a regretté. Bon, bah écoutez, ce sera peut-être pour la prochaine fois, en 2017, pour le Festival de la dentelle, ici à Coudekerque-Branche, avec l'ouvroir de la dentelle. L'ouvroir des dentelières? L'ouvroir des dentelières. L'ouvroir des dentelières, j'aime beaucoup ce mot. Merci beaucoup. Notre petite, Je n'ai pas parlé de votre géante, alors on a vraiment 20 secondes pour en dire 2 mots, c'est vrai que ça a le mérite. Alors disons que c'est une adhérente qui avait dans son garage un mannequin, un géant, qui prenait de la place et les enfants voulaient qu'elle la brûle. Alors plutôt que de la brûler, elle nous l'a proposé. Alors disons qu'elle a dû être faite, comme je disais, le jour de l'inauguration, elle a dû avoir un sérieux lifting. Oui. Qui a été refait par Pascaline Martel, qui est directrice des Beaux-Arts, oui. Qui nous l'a très bien refaite. Et c'est Marie-Ange qui nous l'a complètement rhabillée. Mais elle mesure combien? 2,50 m. Ah oui, d'accord, c'est vraiment une géante. Donc on ne fait pas que des toutes petites choses fines, on fait aussi des grandes œuvres comme celle-là. Dans la grande dentelle aussi. Dans la grande dentelle. L'ouvroir des dentelières. Merci Marie-Christine et Claude de votre participation à Midi chez vous. Continuez, rendez-vous en 2017 pour le prochain festival. Je rejoins pour terminer notre rendez-vous d'aujourd'hui Paul Gilbert, toujours sur la terrasse. Bonjour Paul. Bonjour monsieur. On peut... Appelez-moi Jean-Marc. On est presque amis maintenant Paul. Très bien Jean-Marc. J'ai envie de vous présenter comme étant le cuisinier de Coudekerque-Branche. Oui, si on veut, oui. Le cuisinier de la ville de Coudekerque-Branche, parce que vous êtes mandaté par la ville de Coudekerque-Branche. Ça, c'est une démarche que je n'avais rencontrée encore nulle part ailleurs, pour aller à la rencontre des habitants, des associations. Vous allez dans les écoles aussi, vous nous direz où vous allez exactement, pour aider les gens à mieux manger d'une certaine manière. Est-ce que c'est ça? En fait, c'est ça, oui. C'est plus pour un équilibre alimentaire. Oui. Et puis pour montrer aussi que cuisiner n'est pas compliqué non plus en soi. Il y a petit budget. Parce que le but avec la municipalité, c'est ce qu'on avait dit, faire des recettes assez faciles. Oui.
qu'on peut refaire à la maison. C'est ce qui se passe aussi sur les marchés, parce que je fais aussi les marchés le mardi matin et le vendredi matin à Coudekerque-Branche. Oui. Donc c'était vraiment le but, c'est de varier un petit peu l'ensemble un peu des recettes et des thèmes aussi, parce que je fais aussi beaucoup de thématiques à côté. Alors c'est une action de prévention de la santé d'une certaine manière. Votre formation à vous, elle est quoi? Vous êtes cuisinier, vous êtes diététicien? Cuisinier métier. Cuisinier de métier. Donc vous apportez votre savoir-faire auprès des populations dans différents endroits, dans différentes ambiances. Alors on a parlé des marchés, c'est une bonne idée. Donc là, comment ça se passe? Vous arrivez sur le marché? Alors je viens sur le marché, j'ai ma recette. Et la recette, je me l'adapte en fonction de ce que je peux avoir sur le marché. Et après, je cuisine et je fais déguster à la fin. Vous intervenez également dans les écoles? Oui, donc je fais souvent, on fait l'école Millon, Gérard Philippe, Charles Chaplin, dernièrement l'école Courtois. C'est-à-dire que ce sont des enfants de quel âge à peu près? Ça part du CP jusqu'au CM2. Et alors, qu'est-ce que vous faites avec les enfants? Vous faites aussi des recettes? Vous leur parlez des produits? On parle plus sur... C'est-à-dire qu'on fait une entrée, si c'est le matin, on fait une petite entrée avec eux. Oui. Donc, ce qui est assez facile avec des cakes, avec des légumes. Oui. Comme ça, on travaille les poireaux, on peut travailler des produits de saison, comme là, on arrive sur les poivrons, donc on travaille tous ces produits-là. Après, l'après-midi, on va faire plus sur des desserts, donc des petites tartelettes ou même du chocolat, on travaille sur ces thématiques. À l'heure actuelle, je travaille avec l'école Millon, on est sur les chocolats. Bon, vous me rassurez parce que j'avais peur que les enfants vous voient arriver en disant « Oh là là, il va nous dire de manger 5 fruits et légumes par jour, de ne pas manger trop de sucreries. » Vous essayez que ce soit ludique un peu quand même? C'est ludique quand même, oui. C'est mieux pour eux. Donc les enfants, les marchés, quoi d'autre? Ensuite, après, je fais les mercredis matin, c'est les 3-6 ans et les 6-12 ans, c'est-à-dire je fais 1 heure. Alors je fais une entrée ou un dessert, j'alterne une heure sur 2. Là, c'est pour tout public. Oui. Après, je fais les centres aussi en début d'après-midi le mercredi, donc de 14h jusqu'à 16h30. Les centres pour les enfants, toujours donc? Toujours pour les enfants. Et donc là, j'ai tous les centres qui viennent une fois par semaine sur le lieu de Marcel Pagnol. Ensuite, après, j'ai aussi les ados pré-ados, donc de 17h à 18h30, toujours à Marcel Pagnol. Et après, je fais de 19h à 20h30 avec les adultes là. Donc, et même les EHPAD, vous m'avez dit? Alors les EHPAD, on les fait aussi. C'est pour les personnes plus âgées là? Oui, puis c'est plus pour redonner goût aussi, puis se souvenir un petit peu de ce qui se faisait avant. Même pour eux, c'est plus travailler la mémoire. Donc c'était très très bien ça. C'était la première expérience que je faisais dans une EHPAD et c'était fabuleux, quoi. Donc c'est incroyable parce que du matin au soir et du lundi au vendredi, vous rencontrez comme ça plusieurs fois par jour des tas de publics différents à qui vous expliquez comment faire de bonnes recettes, bonnes pour la santé. Vous avez développé un talent de pédagogue aussi forcément. Oui, par la force des choses, oui. Et puis même là dernièrement, j'ai même travaillé avec les Restos du Cœur aussi il y a pas longtemps. C'est-à-dire vous faisiez quoi? Là par exemple, je prends les produits qui me donnent au Restos du Cœur, c'est-à-dire qu'ils vont choisir eux-mêmes. Oui. Et à partir de là, je leur montre comment on peut cuisiner avec tel et tel produit. Donc là j'avais fait des steaks hachés, on a mis juste une petite tranche de tomates et de jambon, de fromage dessus. Oui. Ensuite, après, j'avais du poisson. Donc là, on a fait une petite base de tomates, concassées de tomates. Et puis, fur en aiguille, on leur montre que le poisson blanc, ça ne se cuit pas non plus qu'à l'eau. Ça se cuit aussi avec une petite sauce à côté qui va très vite parce qu'on avait tous les moyens sur place. Ça, c'est assez génial quand même parce que vous apportez de la créativité en cuisine aussi à des publics qui n'ont pas forcément accès, malgré les émissions de télévision. Il faut que ce soit en prise directe avec leur quotidien et avec les Restos du Cœur. Il faut faire avec ce qu'on a, ce qu'on peut trouver dans le placard malheureusement, quoi. C'est ça. Voilà. C'est ça. Donc là, j'avais tout leur panel et tout ce qu'ils pouvaient choisir. Donc même pour moi, c'est très intéressant. Alors, comme un prolongement de votre travail, ça fait déjà quelques années que vous faites ça, 3 ans. Il y a quelques années, vous avez participé à l'élaboration de la cuisine de la branche. Donc là, on est dans vraiment le cœur du sujet. Je ne sais pas s'il y a une cuisine spécifique à Coudekerque-Branche, mais en tout cas, c'est le résultat de vos rencontres avec les habitants de Coudekerque-Branche, c'est ça? Oui, c'est-à-dire qu'on voulait que ce livre ait une histoire. C'est-à-dire l'histoire des Coudekerquois qui pouvaient ramener à travers une recette. Oui. Donc c'est ce ils nous ont donné quelques recettes qui avaient un lien, comme je me souviens surtout il y a pâté lorrain parce que c'était une histoire, donc ça c'est Paul qui me l'avait ramené de ses grands-parents et donc c'était très intéressant et très goûteux, parce que je l'ai goûté après, c'était vraiment très très bien, mais toutes les... chaque recette a vraiment une histoire bien spécifique et une notation justement à chaque fois à la fin de... Par les habitants.
Voilà. Alors hélas, ce livre n'est plus disponible, ça veut dire qu'il a eu beaucoup de succès, on espère qu'il y en aura un autre, peut-être un jour, on ne sait pas. En tout cas, Paul, j'étais très content de vous rencontrer et très content de découvrir cette façon d'aider les habitants de Coudekerque-Branche à mieux s'alimenter avec plaisir. Merci Paul et merci à la ville de Coudekerque-Branche de nous avoir accueillis ici au château Le Sieur, dans ce très joli parc et avec ce beau soleil, pour vous proposer ces 2 rendez-vous. Pour ma part, je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous demain à midi pour un autre Midi chez vous. Au revoir.